Nous sommes à présent dans le magazine du dimanche. Notre invitée nous a rejoint, Madame Namizata Sangaré, la présidente de la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Madame la présidente, je vous propose de suivre d'abord cet élément vidéo avant d'entamer notre échange. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, ce jeudi devant les membres de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, venus présenter leur rapport annuel d'activité. C'est au nom du président de la République, Alassane Ouattara, qui le reçoit ces documents établis pour le compte des années 2016-2017. Il s'agit des rapports sur l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. L'intérêt de cette cérémonie tient au fait qu'elle se déroule alors que le monde entier se prépare à célébrer la journée commémorative des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Pour la présidente de la CNDHCI, c'est l'occasion de saluer d'abord tout l'intérêt que le président de la République, Alassane Ouattara, porte à l'institution qu'elle dirige et donner ensuite les différentes articulations des rapports présentés. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a exprimé à la CNDHCI pour sa mission les encouragements du président de la République, Alassane Ouattara. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, attache du prix au renforcement constant de l'état de droit, en vue de permettre à tous les citoyennes et à tous les citoyens de notre cher pays de jouir de leurs droits en toute liberté, mais aussi dans le respect des lois de la République. C'est pourquoi il met un point d'honneur à construire des institutions fortes et crédibles pour une paix durable. Le président de la République encourage donc la CNDHCI à poursuivre sa mission dans le sens du renforcement, la stabilité et la préservation de l'équilibre social. La Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, c'est l'appellation qui est la sienne depuis sa création. Elle aspire à devenir le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, conformément à l'adoption en plénière par l'Assemblée nationale le 28 novembre 2018 de la loi portant sa création, son organisation ainsi que ses attributions et son fonctionnement. Alors, madame, on vient de le voir, vous avez présenté il y a 2-3 jours au vice-président de la République les rapports 2016-2017. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme contenu de ces rapports? Quelles sont les thématiques que vous y avez abordées? Merci, Monsieur Hamza Diaby. Avant tout propos, je voudrais d'abord vous féliciter pour le prix Ebony. Merci, madame. Et remercier la direction de la RTI qui me donne l'opportunité de parler des rapports 2016-2017 de la Commission nationale des droits de l'homme. Effectivement, les rapports 2016-2017 ont été remis le jeudi dernier. Et ce qu'il faut retenir comme contenu, c'est que ces rapports comportent 3 parties. Vous avez une première partie consacrée à l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, une deuxième partie qui expose les activités menées par la CNDHCI et une troisième partie qui a trait aux acquis, aux perspectives et aux recommandations, n'est-ce pas, faites par la Commission nationale des droits de l'homme. On note donc l'état des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, les activités de la Commission et puis bien sûr les recommandations et les perspectives que vous avez émises. D'accord. Quelle est donc la spécificité de ces 2 rapports? Ils ont quoi de particulier? La spécificité de ces rapports, c'est que c'est un rapport annuel produit par la Commission nationale des droits de l'homme, présenté au président de la République et ensuite publié. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est la loi habilitante, n'est-ce pas, de la Commission nationale des droits de l'homme qui lui fait obligation, n'est-ce pas, de produire ce rapport. Mais ce que nous faisons, c'est que dans ce rapport sur l'état des droits de l'homme, nous profitons pour inclure les activités menées par la Commission nationale des droits de l'homme et ensuite les recommandations issues des enquêtes et études que nous menons sur le terrain. Bien sûr, pour l'amélioration des droits de l'homme ici en Côte d'Ivoire. Bien évidemment. Quel est l'état général des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? C'est quoi l'état des lieux? L'état des lieux, selon la Commission nationale des droits de l'homme, pour ce qui est des rapports 2016-2017, il faut l'analyser sous les aspects de génération de droits. Vous avez la première génération des droits de l'homme qui ont trait aux droits civils et politiques.
vous avez la deuxième génération des droits de l'homme, qui sont les droits sociaux, économiques et culturels, et les droits dits de solidarité. Et donc, pour ce qui est des droits civils et politiques, la Commission, dans ces deux rapports, s'est apaisantie sur les questions de sécurité, les questions de l'état civil, les questions liées à la justice. Pour ce qui est des droits économiques, sociaux et culturels, nous avons fait le rapport, produit les deux rapports sous l'angle de la sécurité, de l'éducation, de la santé et aussi des conditions de travail dans le secteur minier. Alors, dites-nous, madame, comment vous évaluez l'état des lieux? Comment la commission, la CNDHCI, procède pour évaluer l'état des droits de l'homme ici en Côte d'Ivoire, par exemple, pour en arriver à ce genre de rapport que vous avez produit? Nous procédons par des études pour comprendre des phénomènes. Nous procédons par des enquêtes et nous avons installé dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire des commissions régionales qui sont saisies à travers les populations. Et nous avons aussi un numéro vert. Et donc, c'est ces aspects-là qui nous permettent d'analyser, n'est-ce pas, la situation des droits de l'homme. C'est-à-dire les enquêtes, les conclusions des enquêtes, les conclusions des études. Et d'accord. Nous avons parcouru ces rapports, les rapports 2016 et 2017, et on sait qu'à l'intérieur, la CNDHCI a documenté dans ces deux rapports la persistance d'actes d'agression par des groupes de jeunes vulnérables en rupture sociale, à Bobo par exemple, à Cocody, à Yopougon et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Dites-nous déjà, qu'est-ce qui peut expliquer ce phénomène? Effectivement, la Commission nationale des droits de l'homme a mené une enquête, une étude pour comprendre les phénomènes de Niambro et des enfants en rupture sociale en conflit avec la loi. D'où vient ce phénomène? Ce phénomène, selon les enquêtes, l'enquête menée par la Commission, sont dues à la déscolarisation de ces enfants, aux problèmes de chômage et aussi au manque d'organisation dans les gares routières. Je prends les cas de Niambro par exemple. Pour ce qui est des enfants en rupture sociale, vous avez des enfants de 10 à 20 ans qui sont organisés en bande et qui pillent les populations, qui perturbent la quiétude, n'est-ce pas, des populations. Et donc, à l'issue, n'est-ce pas, de cette enquête-là, la Commission nationale des droits de l'homme a fait des propositions. Concernant, par exemple, les Niambro. Nous avons proposé la création de gares routières modernes. C'est les recommandations pour juguler le phénomène. Exactement. D'accord. Déjà, comment l'aborder? Comment aborder le problème? Parce que ça c'est aussi un problème. Comment aborder le phénomène avant d'y apporter de tenter d'y apporter des solutions? Selon la Commission nationale des droits de l'homme, c'est au travers de recommandations qu'on peut aborder ce phénomène. Nous avons fait nos études et nous avons fait des recommandations, n'est-ce pas, pour juguler. Et donc, pour le cas de Niambro, nous pensons qu'il faille construire des nouvelles gares, des gares qui offrent toutes les commodités et qui assurent la sécurité, n'est-ce pas, des usagers. Pour ce qui est des enfants en rupture sociale, nous pensons qu'il faille appliquer la loi sur l'école obligatoire, qu'il faille appliquer la circulaire du garde des Sceaux qui demande... Mais elle est appliquée, la loi sur l'école obligatoire. Mais ces enfants qui déambulent, comment vous expliquer qu'ils sont pas à l'école? Leur place, c'est à l'école. Mais ils sont dans la rue, dans les quartiers. Une sensibilisation plus accrue des parents, certainement pour... Exactement. La Commission nationale des droits de l'homme a fait une vaste campagne de sensibilisation dans les localités où nous avons fait ces études-là, cette enquête. D'accord. Et puis vous vous êtes également intéressé à d'autres questions, comme la surpopulation dans les milieux carcéraux. Effectivement. Et puis également les violations des droits de l'homme dans le secteur minier. Effectivement, pour ce qui est de la surpopulation carcérale, il faut dire que c'est un problème commun à toutes les maisons correctionnelles de notre pays. Le rapport 2016 disait que le 23 novembre 2016, la MACA, qui avait été créée pour afficher 1500 pensionnaires, affichait 4350 locataires. Et pour l'intérieur du pays, c'était aussi des cas de surpopulation. Et donc, pour ce qui est des entreprises minières, nous nous sommes intéressés à ce secteur pour évaluer, n'est-ce pas, le respect des droits de l'homme dans ce secteur. Et nous avons mené l'étude à Tongon, à Iti et à Agbaou.
Et nous nous sommes rendus que certaines entreprises, en tout cas, violaient les droits du personnel. Et là, vous attirez l'attention de l'État là-dessus? Oui, tout de suite, on attire l'attention. Aussi, nous avons mené une enquête sur 132 entreprises de sécurité, qu'on appelle communément les entreprises de gardiennage. Et nous nous sommes rendus compte que 76 entreprises de ces entreprises de sécurité, seulement 76 avaient l'agrément pour exercer, et le reste non. Donc, à la suite de cela, nous avons fait des recommandations. D'accord. Et toutes ces recommandations, le gouvernement, la présidence, le président de la République, le vice-président à qui vous avez remis, comment ça se fait le retour? Ah si, le président de la République accorde une très grande importance à nos avis et recommandations. Quand nous faisons des recommandations qui sont adressées au président de la République, eh bien, il impute forcément à ses plus proches collaborateurs qui sont les entités dont relèvent les problèmes que nous soulevons. On peut donc être assuré que ça va être résolu prochainement. Ouais. Madame, demain, les Nations Unies vont célébrer les 70 ans de la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette anniversaire, qu'est-ce qu'il vous inspire? Vous savez, la Déclaration universelle des droits de l'homme est un texte vieux de 70 ans, mais c'est un texte qui reste d'actualité. Plus qu'un instrument, c'est un texte qui est tout un programme. Et je peux vous dire que tous les pays affiliés aux Nations Unies ont pris l'article 1 de cette déclaration pour en faire le préambule de leur constitution. Et donc, il est bon que les acteurs des droits de l'homme marquent une halte le jour de la signature de cette déclaration qui a été adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1948 sur les décombres de la Deuxième Guerre mondiale, pour faire le bilan de la mise en œuvre de ces tests inédits et voir ce qui reste à faire en matière de mise en œuvre de ce test qui n'est pas contraignant, qui n'est qu'une déclaration, mais test auquel tous les États ont adhéré. Mais en quoi ce texte favorise-t-il justement les droits de l'homme? Vous savez, ce test a été pris par les Nations Unies, qui a été créé les Nations Unies ont été créées en 1945, et ce test a pour but de faciliter la mise en œuvre des missions des Nations Unies. Je vous prends un exemple. La DUDH met en œuvre les droits de l'homme, par exemple, par la création des Nations Unies du Conseil des droits de l'homme à Genève. C'est l'entité devant laquelle tous les États viennent rendre compte de la mise en œuvre des instruments ratifiés, des protocoles ratifiés. Comment est-ce que les États mettent en œuvre les droits des populations? Et donc, c'est un test qui est très important à vulgariser et qui a été traduit dans 500 langues dans le monde, dont 2 langues en Côte d'Ivoire. Quelles sont donc les garanties qu'offre l'État ivoirien en matière donc de protection des droits de l'homme? Est-ce que le dispositif ivoirien permet effectivement de protéger les droits de l'homme? Ah oui, il faut dire qu'au plan institutionnel, par exemple, la Commission nationale des droits de l'homme, créée par l'État du Côte d'Ivoire, a un mandat large, a un mandat de promotion de protection des droits de l'homme. Vous avez d'autres autorités administratives indépendantes, telles que la AK, la KIDP, le CNP, qui sont chargées de veiller sur la liberté d'expression. Vous avez le médiateur de la République, les ministères techniques, et vous avez aussi le dispositif juridique, la loi fondamentale de notre pays, qui veille sur l'application des droits de l'homme. Vous avez tous les tests ratifiés et toutes les lois prises par notre pays. D'accord. Pour terminer, madame, en quelques secondes, qu'est-ce que vous avez prévu au niveau de la commission, la CNDHCI, pour l'amélioration effective des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, pour les perspectives, nous avons décidé de renforcer les enquêtes et les études. Nous avons décidé pour l'année 2018 de continuer les campagnes de sensibilisation, une vaste campagne de sensibilisation sur les conflits intercommunautaires, sur les actes d'incivisme. Merci.
Merci, madame. Namizata Sangaré, la présidente de la CNDHCI, la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous faisiez l'état des lieux des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, puis vous avez dressé le bilan des rapports annuels 2016 et 2017 sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est la fin de cet entretien, c'est aussi la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.